Apéro spécial actu NBA. Hello, c'est lundi. C'est lundi, le meilleur jour de la semaine. Ouais, c'est bien. Tu vois, ça faisait longtemps. Ouais, voilà, boum, quoi. Et ça déroule, 28e vidéo en 28 jours. Ouais, On espère que vous allez bien. Ouais. On fait des vidéos. On est tous les jours ensemble sur ces playoffs 2024. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end et que cette semaine démarre avec le meilleur jour de la semaine, le lundi. Ouais. Plein de choses qui se déroulent comme d'habitude en playoffs, plein d'actus aussi qui ont rythmé ce week-end. Est-ce que votre équipe est numéro 1 de la draft ? Ouais. Est-ce que votre équipe, qui est numéro 1 de la draft, va drafter ? Est-ce Non, que c'est une vraie question. Bien sûr. Est-ce que votre équipe qui est numéro 1 de la draft est numéro 1 de la draft pour apprendre l'histoire dans une draft complètement mid ? Oui, mais ça, on va en reparler de ça. Ah, ça on va reparler. Il y a du talent. Les gens disent ça et puis dans 5 ans, on sera là en train de dire « Oh putain, Wow. lui, un pic 18, ils l'ont eu en Comment 18 waouh. ils n'ont pas pris Tidjane Salin ? Ouais, non mais c'est ça. C'est ça. Donc non, va ça, parler de plein de quand tu vois que le MVP de cette saison régulière a été drafté pendant une pub de Taco Bell, ou c'est ça, enfin on s'en Tout à fout, fait. enfin, un truc comme ça quoi. On avait dit que 2013 Hein c'était nul, il y a eu Yanis et Rudy Gobert, pour ne citer que. Hein. Ouais, pour ne citer que voilà, donc Toujours des pépites ouais. dans chaque draft. C'est tellement difficile, d'ailleurs ça rend le job des scouts très aléatoire finalement, Bien sûr. d'estimer la réussite potentielle d'un jeune dans la NBA. Évidemment, on va reparler de tout ça. C'était l'actu de ce dimanche soir. Pour celles et ceux qui n'ont pas vécu le live, eh bien, vous allez voir, si vous voulez, le replay. Il y a un homme nu qui vole au-dessus de Paris en ayant vu les Hawks finir avec le first pick. On reparlera de tout ça. Lundi spécial multi-actu, puisque d'habitude, vous le voyez, hein, on fait des récaps un peu précis sur des séries en cours. On a fait des focus sur chaque chose. Mais là, on s'était dit, bon, avec toute l'actu qu'il y a en ce moment, on fait une grosse marmite et on met plein de choses dedans. C'est ça, exactement. 4 gros sujets. Les Nuggets. Des sujets de ballon, de jeu. Les Nuggets qui sont revenus à 2-2 après avoir été menés 2-0, on va en parler tout de suite puisque c'était l'extraordinaire match 4 Lourd. de ce dimanche Grand soir. match de play-off. Tout à fait, les Knicks. Un des meilleurs matchs de play-off depuis le début de ces play-offs. Ouais, et depuis quelques années, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Le niveau de jeu monstrueux, on va en reparler. Les Knicks qui se sont fait rattraper à 2-2. Y a-t-il encore des humains sur deux jambes dans le roster de Tom Thibodeau ? Ouais, les tracteurs, ils rigolent pas là. Les tracteurs, ils y vont tout droit. C'est Draxler. Et ça craque. Et les os des Knicks craquent. Tom Thibodeau, pas Tom Thibodeau, la faute à malchance, on va reparler de tout ça évidemment. 2-2 dans cette série, ça fait une deuxième série qui a égalité avec des gros Game 5 à venir. Puis on aura du react de Alex puisque nous avons un nouvel entraîneur à Phoenix. Mike Budenholzer. Frank Vogel a été viré, c'est quoi, c'est jeudi ou vendredi, c'est ça je crois. Ouais, tout à fait. On y avait direct la rumeur Budenholzer. Ils ont viré également tout le staff de Frank Vogel. Tout à fait. Voilà, écoute, on va en parler avec beaucoup de calme et de modération comme toujours. Comme toujours, si vous n'avez pas vu la vidéo d'Alex et de Bibi sur l'élimination des Suns, c'est un des grands moments de ces playoffs 2024, donc vous pouvez vous faire plaisir. On terminera évidemment avec les résultats de la loterie qui sont tombés ce dimanche soir. Alex, on commence toujours les repas par le meilleur, même s'il y a certains qui aiment bien garder le meilleur pour la fin. Obligé de parler de ce match 4 extraordinaire remporté par les Nuggets 115-107. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui étaient debout là à 2-3 heures du mat. Ouais, Quel bien. match ! C'était bien. Quel match ! Match de ouf. Denver, enfin, en fait, donc 2-0. Les Wolves ont gagné les 2 matchs à Denver. Ce qui est quand même assez énorme. Honnêtement, moi, à titre perso, hein, entre la série des Nuggets contre les Lakers, où ils font le taf, mais j'étais pas convaincu et tout. Quand on a fait la preview, moi j'ai pronostiqué les Wolves, toi t'as pronostiqué les Nuggets, mais tout ça on se doutait que ça allait être serré. Par contre, le scénario là de la série est quand même assez formidable. C'est-à-dire que les Wolves qui vont en gagner 2 dans le Colorado direct, je pense qu'il n'y avait pas grand monde non plus qui l'avait. Ouais, et puis gagner, je veux dire, le deuxième c'est un tabassage en règle. Et le premier, c'est une belle maîtrise. Ah, ouais, non, complètement. Et donc, on avait soulevé des points quand on a débriefé. On a dit, ouais, les Nuggets ont plusieurs problèmes, ils se font rentrer dedans. Enfin, c'est de la taille et tout. Puis, on avait dit aussi, les 3 points rentrent pas. Ça manque, limite, on était surpris un peu du manque de variété offensive proposée par les Nuggets. La série était-elle terminée ? Bah, moi honnêtement, je pensais que. Je pensais que, voilà, quoi, que. Autant, tu vois, genre. De toute façon, les Nuggets, je pense que c'est l'équipe qui depuis un mois là me fait le plus changer d'avis, dans le sens où sur la fin de régulière on a même fait une vidéo, un moment on parlait de tout ça là et tout, moi j'étais là genre mais lol, qui va leur prendre 4 ? Ensuite j'ai leur série face aux Lakers, on les avait pronostiqués contre les Lakers, mais ça c'était pas non plus hyper compliqué comme pronostic. Leur série face aux Lakers comparée à la série qu'ont fait les Wolves face aux Suns, je me disais les Wolves ils ont vraiment les armes, d'ailleurs on le voit pour faire chier les Nuggets.
À 2-0 Wolves à l'extérieur avec 2 matchs à jouer Minnesota. Je me dis, bah attends, Minnesota, ils en prennent un, ils sont complètement positionnés pour gagner la série. Et de 2, hein. Force est de constater que le champion a débarqué et a fait hop 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 hop. C'est l'arrivée du champion en titre, Wow. ça, en playoff. Parce En que fait, leurs playoffs ont commencé au mais match bien 3. sûr, exactement. C'est ce que j'avais tweeté en sortie de ce match, puisque, comme tu le disais là, sur la série face aux Lakers, on disait ok, ça passe, mais peut mieux faire et doit mieux faire d'ailleurs, puisque mené 2-0. Le Game 3, c'est un match un peu bizarre parce que beaucoup de fans des Wolves qui sont frustrés, notamment Anthony Edwards qui en a parlé après la rencontre, parce que on a vu tout de suite que le niveau d'intensité de physique de Minnesota sur les 2 premiers matchs ne pouvait pas être le même là-dessus. Exactement. Il y a des coups de sifflet qui ont été posés, qui ont mis des joueurs dans la pénalité, notamment Jalen McDaniels. On a eu un très gros effort collectif de Denver, un bon Jamal Murray hué par le public de Minnesota. Donc c'est une démonstration du champion en Game 3, mais on savait qu'en Game 4, il y allait avoir un sursaut d'orgueil de la part des Wolves qui sentaient évidemment l'importance de ce match. Edwards promet d'ailleurs d'être meilleur sur le Game 4. Il fait une performance extraordinaire. Il a 44 points, si je dis pas de bêtises, sur le match d'hier soir. Il a été vraiment très Alors très il y a bon. la feuille qui est magnifique. Tout à fait. Il y a la manière évidemment Exactement. de Il y Anthony a Edwards qui a les été gros un gros tirs, leader, bien sûr, les bien gros sûr. tirs dans les moments. C'est-à-dire que Même l'entame de match. Hein, l'entame de match des Edwards. Wolves, tu dis waouh, ça y est, ok, ils ont compris, ils vont tabasser. Et là, dès le premier quart, Non, non. Denver fait non. Ils mettent un run de 14-2 de mémoire. 14-2 pour finir le premier quart-temps. Ah. Pour être devant, il y a 29-24. 29-24, c'est ça. 24 avec 2 fautes pour Jamal Murray, Reggie Jackson qui fait une entrée splendide. Et ensuite, ils recommencent, tout à fait. Ils recommencent à tabasser en début de deuxième quart. On se dit, waouh, les Wolves, ça va être compliqué. Là, sous l'impulsion de Anthony Edwards, de McDaniels qui met quelques tirs, un gros passage de Naz Reid, la défense qui se resserre, ça se remet à jouer physique. Les Wolves font un recolle au score jusqu'à -6, -7. Tout à fait. Et là, on se dit, bon, ça va rentrer au vestiaire, -6, -7. Et là, 2 pertes de balles de merde, un gros 3, machin. Murray qui met un panier du milieu du terrain et tout. Et en fait, t'es à -15 à la mi-temps. Terrible cette séquence, tout à fait. La séquence, elle est, elle est incroyable. L'enfer. La séquence de fin, là, c'est vraiment l'écart qui fait très très mal, puisque ça fait trop mal. Minnesota fait un assez bon match, hein, je trouve, hein, parce que dans ce genre de contexte, normalement, Bien sûr, il faut une super deuxième mi-temps. tout à fait, vu le niveau de Denver sur cette rencontre, dans 95% des cas, tu te prends une pilule. La plupart des équipes recollent même pas. Mais bien sûr, exactement. Minnesota reste à proximité. Ils reviennent tout le temps à 10, 8, 10 points. Mais en deuxième mi-temps, ils vont revenir. Hein. Et ils reviennent exactement. Tout le temps, ils reviennent à 10, 8, 7 points. Mais à chaque fois, Denver a la réponse. Masterclass absolue de Aaron Gordon qui est acclamé par les Nuggets et notamment Mike Malone. À la fin du match, il termine avec 27 points à 11 sur 12 au tir. Petit match de Jokic. Tout petit match de Jokic qui a donc récupéré son trophée de MVP mais va le soulever devant son public, et c'était Rudy Gobert qui avait reçu son trophée de défenseur de l'année juste avant le Game 4. Aaron Gordon, j'en mets quand même une emphase, 27 points, 7 rebonds, 6 passes, 2 contre une interception, la quasi-perfection au shoot. Il a été, pour moi, le ballon du match lui revient, même si Jokic est énorme. Aaron Gordon fait un match d'une efficacité et d'une propreté extraordinaire. Et puis l'utilisation tactique qui en est faite par les Nuggets, c'est-à-dire lui faire monter la balle avec Murray et Jokic qui sortent, qui se font des petits écrans, donc hors ballon dans un premier temps, ça a bien fait chier les Wolves. Alors les Wolves, c'est une défense hyper forte, donc ils se sont adaptés assez vite, moi je trouve, en cours de match, c'était pas si mal. Après, la grosse différence aussi, c'est que là où on dit waouh, la défense des Wolves sur les premiers matchs sont incroyables et tout, on en a parlé nous un peu quand on a débriefé, mais on est tous pareils, on a aussi un peu oublié le côté genre il y avait des tirs ouverts des Nuggets qui rentraient pas, là ils rentrent, là ils tombent dedans, voire les tirs pas ouverts là il y a des tirs que mettent Justin Holiday ou Reggie Jackson qui sont pas super ouverts et qui tombent dedans et qui font des énormes différences. Oui, c'est le banc notamment. Et donc ils sont à combien les Nuggets à 3 points là, sur ce match là? Sur ce match, à ils sont 45%. Oui, ils sont à 13 sur 29. Et en soi, Minnesota, ils sont à 11 bien, sur 28. Juste au lancer. Minnesota peut vraiment... Il y a 2 angles offensifs. Après, ils mettent quand même 107 points. Mais quand Denver attaque comme ça, il y a 2 angles offensifs sur lesquels Minnesota peut quand même avoir les boules. C'est 9 lancers ratés. C'est beaucoup. C'est énorme. Ça fait chier. Quand tu perds un match de 8, tu vois, voilà, je vous laisse faire les calculs les plus matheux. Et autre chose également, et il fait son match, il se bat et tout. Il va chercher du rebond offensif. Moi, j'adore ses playoffs pour l'instant, Karl Anthony Towns. Par contre, là, évidemment, dans ce match 4, offensivement, ça fait mal au cœur de voir un aussi bon shooter. Défensivement. Défensivement, je te trouve dur. Moi, je trouve qu'il s'est bien battu. Oui, mais le retour du fameux même Anthony Edwards, arrête de faire des fautes de merde. Karl Anthony Towns, tu veux dire?
Anthony Edwards qui dit à Ah Karl oui. Anthony Towns arrête de faire des fautes de merde. Ouais. Ah, il y a eu des fautes Il y en a stupides. peut-être une là qui est un peu débile, mais moi ce qui m'a surtout gêné, c'est le jeu, hein, c'est le basket, c'est qu'il y a eu des... Donc Anthony Edwards chaud comme une braise. Donc Caldwell Pope c'est un super défenseur, mais ils lui ont envoyé aussi Aaron Gordon et tout, mais il y a des moments où il n'y avait rien à faire. Donc ils ont envoyé 2 joueurs et Minnesota a fait plusieurs fois, c'est-à-dire que Anthony Edwards lâche la balle assez vite dans le bon timing et t'as des Conley ou même des Gobert, enfin Nazary ou qui tu veux qui font l'extra passe derrière, et on a trouvé en bout de chaîne du Karl Anthony Towns ouvert ou en tout cas avec le Faire la temps de différence. shooter, Ouais. et là il aimait pas alors que c'est un excellent shooter, et ça pèse énormément dans la balance offensive pour Minnesota. Bah, bien Ça sûr. fait mal. Mais bon, on peut pas lui attribuer non plus la défaite, mais Non, ça fait non, mal non. au cœur de le voir me shooter. À la mi-temps, je crois qu'il était 1 sur 10. ou un Oui, et truc puis comme ça. fin du premier quart-temps, il a 0 sur 7 de toute façon. Donc c'est clair que Karl Anthony Towns était une des cibles. Attention aussi à Rudy qui, même s'il a été bon en deuxième mi-temps, n'a pas eu l'impact qu'on aurait aimé avoir sur ce match. C'était compliqué pour lui. Il y a eu des moments bons et des moments vraiment beaucoup plus difficiles. Moi, j'en reviens encore une fois à cette série où les marges d'erreur sont extrêmement fines. Les minutes sans Jokic ont toujours été une source d'angoisse pour les Nuggets. Celles d'hier soir, ce dimanche soir, sont très très bonnes. Le banc de Denver tabasse celui de Minnesota. Ce n'est pas censé être dans ce sens-là. On a eu du très bon Justin Holiday, tu l'as dit. On a eu du très bon Reggie Jackson. On a eu un excellent Christian Brown, avec notamment un mouvement de balle où il met son gros shoot à 3 points. Et puis en face, désolé, on a eu une entrée quasi fantomatique de Kyle Anderson sur 6 minutes. Ça ne servait à pas grand-chose. Naz Reid met 11 points, mais avec 3 fautes, ça a été compliqué. Et puis Nickel Alexander Walker Il n'a pas n'y était rentré pas. ses tirs. Bien Sinon, sûr. il est là dans le jeu. Hein. Nickel Mais Alexander les Walker, tirs bien rentrent sûr. pas. En fait, voilà, c'est aussi la problématique des Wolves, c'est que, et j'en reviens à Karl Anthony Towns, mais c'est pas pour m'acharner sur lui, je m'en fous en fait, je répète, vas-y. j'aime beaucoup ses playoffs, j'aime beaucoup sa mentalité, c'est juste que la structure offensive de cette équipe fait que ils ne peuvent pas se passer d'un Karl Anthony Towns qui rentre des tirs. Les Nuggets, eux, par exemple, sur ce match, Caldwell Pope, oui, c'est ça. Caldwell Pope, tu vois, ça rentre pas. Attends, Michael Porter Jr., il y est. Michael Porter Jr. il y est pas trop, mais en fait ils ont d'autres armes. Déjà ils ont un immense Jokic, ils ont un Murray qui met des gros tirs, ils ont là ce soir comme tu l'as dit Justin Holiday ou Reggie Jackson ou Christian Brown qui score, plus Aaron Gordon qui est genre en mode LeBron Ouais. donc là évidemment c'est compliqué. Ils ont ces armes là. Côté Wolves, tu n'as pas ces armes là. Non. Tu as besoin de Karl Anthony Towns à 20, 22 points, un peu plus efficace et tout. Surtout qu'en plus, la défense est obligée de monter sur lui, même quand il vient d'en rater plusieurs. Tu sais que c'est un bon shooter. C'est pas le mec que tu laisses shooter. Donc, c'est à méditer pour les Wolves. L'intensité, moi, j'ai trouvé qu'ils ont extrêmement bien répondu. Eux aussi, ils sont en droit de se dire, bon, c'est une équipe énorme. Aaron Gordon sera peut-être pas à 90% au tir à chaque match. Non, bien sûr. Non, mais tu vois, quand même. Ah, mais attends, mais Minnesota, encore une fois, je le répète, ils font un match où dans 95% des Ils cas, ils gagnent. Bien sûr. Mais ça montre Et aussi. là, tu joues Denver. Tu joues Denver, tu joues le champion en titre. Ouais. Réponse de champion en titre. C'est difficile. On avait vu sur les 2 premiers matchs en effet qu'ils avaient été très très bons et que donc tu te permettais de te balader. Minnesota était parfaitement conscient, et Chris Finch en avait parlé, que l'équipe qui allait se pointer là dans le Minnesota, ça allait être le champion en titre énervé. Épreuve étant, les marges d'erreur, les fautes contestables ou non de Jalen McDaniels sur le Game 3, les marges d'erreur sur le front court dans le Game 4. Tu affrontes la meilleure version, la plus énervée d'une équipe qui a de la continuité et qui est championne en titre. Et ben pour rentrer dans l'histoire et faire chuter ce genre d'ogre, tu ne peux pas te permettre certaines erreurs. Non, c'est très tu peux dur. pas. Mais ça fait partie de l'apprentissage pour les Wolves. Attention. C'est le jeu, et puis la série est loin d'être finie. Il y a 2-2. Là, tu repars à Denver. Ils ont montré qu'ils pouvaient gagner à Denver. Ils en ont gagné 2 déjà. Donc, bien sûr, ils peuvent. Bien sûr. Donc après, tu en auras au moins un à Minnesota encore. Le Game 6. Après, il y aura peut-être un 7ème qui sera dans le Colorado, mais vous m'avez compris. Ça sera il y aura au moins 6 matchs dans cette série. Ouais. Toi, t'avais dit quoi? T'avais dit 4-3 Denver, toi, c'est ça? Tout roule. Donc ça s'est bien rétabli. C'est-à-dire que t'as roulé comme ça à un moment, et puis la bouffe, ça vient de se reposer. Un plan sans accro. Non, évidemment, la transmis. Les fans de Denver, quand ils se sont ramenés au Game 3, c'était un des matchs les plus sous pression pour les Nuggets dans leur quête de back-to-back. Mais le travail est fait. J'ai adoré les déclarations de Mike Malone en sortie de chaque match, à la fois dans la façon dont ces joueurs se sont ramenés. Beaucoup de joueurs ont dit, oui, il y a eu un discours aussi d'équipe de si vous n'y croyez pas, vous montez pas dans l'avion. Je veux dire, c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit les grandes équipes. Dos au mur, on voit le vrai visage des plus grandes équipes. Et là, mené de 0, Denver a montré son vrai
excellent visage. Je trouve qu'il faut leur donner du crédit parce que c'est le champion en titre qui a remis l'église au milieu du village, quoi. Ouais, Jokic énorme encore aussi. Faut le dire. Le mec, On le dit peut-être pas assez, parce que franchement, l'autre on le prend trop. Ça va quand même. Il vient de sortir 2 matchs là. Oui, après, il a été. Après, faut dire aussi, cette semaine, le mec, il a reçu son trophée de MVP. Il y a Shaq qui a dit désolé en antenne nationale, pour moi, tu le méritais moins que d'autres mecs. Mais même d'une manière générale, dans les médias, sur les réseaux sociaux, moi j'ai trouvé que tu puisses dire oh, quand même, Shai Gilgeous-Alexander, moi-même par exemple, j'aurais plutôt filé mon vote à Shai Gilgeous-Alexander. Ou ceux qui disent hey, Doncic, les gars, 50 wins, nanana, et tout, avec les stats qu'il a. J'entends le côté genre il y avait d'autres dossiers très forts aux côtés du dossier de Jokic. En revanche, j'ai beaucoup trop souvent lu genre oh, c'est un scandale. Non, mais ça faut les arrêter. Votants Ou il mérite pas, faut arrêter. Tranquille. On se calme. Doucement. Énorme c'est loin réponse. d'être un scandale. Tout à fait, énorme C'est réponse pas de un Jokic. Le front de cour de Denver qui a donc tabassé celui de Minnesota. On verra leur réponse. Game 5 à venir à Denver. Série splendide. Alors certes avec tout type de profil. Je crois que d'ailleurs la stat est sortie. Il y a eu une victoire de quelques points donc hier soir de Denver et une victoire de quelques points de Denver de Minnesota au Game 1. Et il y a eu 2 branlés. Ouais. Donc on a tout type de scénario. À quel point c'est une série extraordinaire. Je crois que 5 fois dans l'histoire, on a eu, en tout cas dans l'histoire moderne, on a eu une série où l'équipe remporte les 2 premiers matchs à l'extérieur, puis l'autre équipe égalise à l'extérieur. Je veux dire, c'est rarissime de voir ça. Dernier exemple en date, ce sont, je crois, les Clippers de Kawhi Leonard qui ont tapé les Mavs de Luka Doncic, époque 2020-2021. 2 fois là-bas qui se sont fait égaliser. Exactement. Okay. Et après, ils ont remporté la série. Donc, attention, ça peut finir en 7. Alex, on va aller à Denver pour le Game 5. Est-ce que Minnesota nous sort le match de l'histoire de la franchise pour ensuite rentrer à la maison, ou bien Denver fait le jamais 203? Ils ont les moyens, Minnesota. En fait... pour ton prono, il y a un intérêt soit Wolves. Oui, bon, mon prono, mais tu sais, les pronos... Non, mais au-delà de mon prono, de toute façon, on a une série, comme tu viens de le dire, c'est très rare comme cas. Ah oui. 2 fois à l'extérieur, 2 fois à l'extérieur. Très, très rare. Quand je dis ils ont les moyens, c'est que... Là, on a vu que moi, je trouve que tu vois, ce genre de match comme celui de la nuit dernière était pour moi le scénario un peu, pas catastrophe, mais très relou pour Minnesota. C'est-à-dire Denver est en feu, attaque super bien. Et pour moi, Minnesota n'a pas du tout la puissance de feu pour tenir. Et puis, de toute façon, même quand tu as une défense de fou furieux, quand Denver attaque trop bien, ils te foutent 115 points. Comme ça. En fait, bon, ils en mettent 107. Ils ont été là, ils ont fait plusieurs recollés. Il y a plusieurs switch, swing. Ouais. Il y a le shoot de Murray au buzzer avec les 2 pertes de balles juste avant. Je veux dire, on parle de Minnesota qui est à -7. D'accord, avec, je crois qu'ils ont la balle ils font une bonne défense, ils ont la balle. Ça se transforme en perte de balles successives et ça monte jusqu'à -15. Ouais. C'est un swing assez impressionnant. 40 secondes de l'enfer. C'est ça. Exactement. Donc, potentiellement, tu peux te dire que entre Anthony Edwards qui est en feu et puis quelques tirs qui rentrent de Karl Anthony Towns, par exemple, tu vois, en fait, tu peux être dans la roue de Denver. En termes d'intensité, ils y sont. En termes de mentalité, ils y sont. Au Game 3, ils se sont ratés, mais là, dans ce match-là, ils ont montré du vrai caractère, les Wolves. Ouais. Anthony Edwards, il va peut-être pas foutre 40 points chaque match, encore que il est capable, en tout cas. Ça n'a pas l'air de le déranger, la défense de Denver. C'est ça, il en a rien à battre. Ouais. Denver, d'ailleurs, essaye plein de trucs. Là, on a vu, ils ont mis beaucoup d'Aaron Gordon en premier rideau parce qu'il est grand, il est costaud, sauf qu'il est un poil moins mobile. Enfin, l'autre, il choisit tellement bien ses shoots, mi-distance, pénétration, finition, il est énorme. Ouais, il va attaquer les joueurs qui ont des fautes et tout. Donc ça, c'est très malin. Je te dis, un Towns un peu plus... Regarde, un Towns un peu plus en réussite et 2-3 petits swings, des shoots de Denver qui rentrent pas ou des pertes de balles évitées étaient beaucoup plus dans le match côté Wolves. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils en ont les moyens. Maintenant, à mon sens, au vu de la physionomie de la série, Denver a récupéré la cote le momentum et la cote de favori. Tout à fait. Vraiment. Moi, je vois bien. Je pense que ton prono en 7, il est pas mal là. Là, j'avoue que moi, je suis en bonne position parce que je pense qu'il va y avoir 3 de Denver. Il est mieux que le mien en 6. Puis 3-3 Minnesota pour revenir sur un Game 7 monumental. Si Minnesota va chercher le match 5, par contre, c'est un truc de fou furieux quand même. Parce que si mentalement, c'est très très dur. Mon gars, ouais, non, c'est énorme. Après avoir perdu 2 à la maison, là, ils font non, mais c'est bon. En fait, il y a tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, on est sur certains swings là qui vont avoir lieu et on est sur des facteurs X là qui vont devoir sortir. Je crois que si on devait schématiser les choses, on a vraiment, selon moi, une sorte de Nasrid game sur le Game 1. Avec un money time, vraiment, il a été énorme. Pour moi, hier soir, c'est, parmi tant d'autres choses, c'est le match de Aaron Gordon et le banc de Denver qui a été énorme.
Le game 2, il n'y a pas trop de discussion, c'est une branlée. Le Et le game 3, c'est non pareil. plus. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va sortir de sa boîte côté Denver entre Michael Porter Jr. ou Kentavious Caldwell-Pope. C'est peut-être Ouais. un de ces matchs-là. Ou un gros Murray, hein, parce Ou que un gros Murray, Murray. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en c'est fait, pas non Murray. plus une série de fous pour l'instant. Et tout à fait. Et d'ailleurs, Il je fait ne des sais gros trucs, mais Bien sûr, je ne sais pas qui est le directeur du staff médical de Denver, mais il s'est passé quelque chose sur le mollet de Jamal Murray entre le game 2 et le game 3. ouais, ça Parce va que mieux. sur les 2 premiers matchs, là, C'est- pire ouais. nouvelle possible pour Minnesota, Jamal Murray est en forme. Là. Ouais, ça va mieux. Donc ça peut être le Jamal Murray game. Et en face, est-ce qu'on n'a pas Mike Conley ou Jalen McDaniels qui sortent de leur boîte ou un Nicky Alexander Walker? Je donne un léger avantage à Denver, mais match 5 de fou à suivre. De fou. Hein. Ce sera ce mardi soir 3h30 La du nuit de mat. mardi à mercredi. Tout à fait. Ouais. Ça va être énorme. Dites-nous vous ce que vous pensez, évidemment. Réponse de champion, comme l'a dit Mike Malone. Don't underestimate, Alex, the art of... Never underestimate. Never estimate, tout à fait. The Heart of a Champion. Rudy C'est Rudy Tomjanovic. Tomjanovic, coach des Rockets en 94 et en 95. Tout à fait. Voilà, en 95, ils étaient 6e de conf, hein, les Rockets. On ne sous-estime pas le cœur du champion, Ouais. ok? Ouais. Phrase mythique dans l'histoire du sport américain et de la NBA. Transition. Transition. Pas la même salle, pas la même ambiance. Sortez vos meilleures bandes adhésives et vos béquilles. Nous sommes dans la série Knicks Pacers. Alex, 2-0 il y avait pour les Knicks. Double passage dans l'Indiana. Et alors là, 2 matchs, pas tout à fait les mêmes visages. Entre le Game 3 et le Game 4, on a une égalisation des Pacers. Très très rapidos, juste pour vous donner les facts. Démolition devant du monde. Dimanche Ah soir, ouais, la vache. 121-89, ressenti 180-40. Oh la violence. Monstrueux match des Pacers devant leur public. Mais Alex, j'ai surtout envie qu'on parle de ce Game 3. Parce qu'il y a une bascule suite à ce shoot de Andrew Nembhard qui donne la victoire au Game 3. Quel Game 3 on a vécu avec Dante DiVincenzo, chaud patate et les Pacers qui l'emportent au finish. Hein. Quel match. Et puis C'est un des matchs les plus dingues des depuis le playoffs, début pareil, de la série, beaucoup de petites polémiques. Genre par exemple, tu vois, Wolves Nuggets, on en a même pas parlé. On a parlé de Jamal Murray. Il y a des gens, moi je l'ai beaucoup vu, qui m'ont dit attends, toi qui es fan des Suns en plus, oh, tu te rappelles pas 2007 hein, ou 2008, hein Jamal Murray, il y a beaucoup de gens qui disent Jamal Murray aurait dû être suspendu. Oui, j'entends. Non mais et Bien ça sûr. se défend bien. Hein. Mais ça se défend de ouf. Moi je leur C'est un réponds. what if. Hein. Pourquoi les Wolves, pourquoi Chris Finch n'ont pas plus chouiné quoi? Chouiné. Allez-y, Mais chouinez, allez-y, mon gars. obtenez. Parce que regardez ce qu'a fait Rick Carlisle, lui. Il a passé 2 mauvais matchs au Madison Square Garden, dont un où, en toute objectivité, il y Miles a Turner, des... t'en as parlé pendant... Il y a des décisions, hein, doucement Miles Turner sur les écrans, il y a des décisions qui sont un peu, bon, voilà, hein, l'arbitre fait, oh putain, ils ont l'air vénères les gens là, c'est quoi ce bazar, ils causent fort. Bon bah tiens, je vais siffler pour les Knicks. Bref, non mais voilà, ok, Rick Carlisle a mis, à la Rick Carlisle, hein, pas trop bourrin, c'est pas Popovich, non. c'est pas Phil Doc Jackson. Rivers ou Phil Jackson, ces gars-là, quoi, ou Doc Rivers aussi. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, ces gars-là, mais discret, tranquille. Et après, ça se ramène à la maison. Et il y a eu quelques calls là pour le coup où je peux limite comprendre des fans des Knicks Ah, mais qui bien me font attendre le sûr. match 3, les gars. Mais bien sûr. ouais, Mais la clé de bras de Pascal Siakam dans le Money Time. Revenons sur les faits exactement il comme a tu le dis. un peu attrapé. Bon. Il l'a envoyé au 3e rang et depuis Hartenstein a mal à l'épaule. Il est questionable. Non mais t'as raison de le souligner. Non mais c'est important dans une série. Rick Carlisle. Car il utilise ses options à lui. Ouais. Et comme je voulais en discuter avec toi, comme je l'avais envoyé sur Twitter la dernière fois, combien de fois on a vu dans l'histoire de la NBA des grands coachs qui savent sur quel bouton appuyer pour basculer une série. On Ouais. l'a vu plein de fois, qu'on ne commence pas à dessiner des visages de Pat Riley, Phil Jackson et Greg Popovich sans se souvenir du nombre de séries où il y a eu une guerre psychologique avec les arbitres. Ben, bien sûr. Il y en a eu plein. Avec les arbitres, avec l'équipe d'en face, Ben oui. avec, entre joueurs aussi. Je veux dire, il y a aussi, tu vois, là, dans le Knicks Pacers, on a des leaders qui sont pas si expérimentés que ça. Je veux dire, Jalen Brunson a vécu des choses avec Dallas, mais en tant que Oui, ou avec lieutenant Villanova, mais remplaçant, ça va, ou avec quoi. Villanova, c'est différent. Côté Pacers, bah, il n'y a pas tellement de leaders, à part Siakam, mais Siakam, il est arrivé à la deadline et tout, donc pas tellement de leaders, je veux dire, qui ont connu vraiment les playoffs, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu pourrais aussi avoir les joueurs qui s'en mêlent. Là, c'est Rick Carlisle qui s'en est occupé, parce que ces joueurs sont jeunes et tout. Et non seulement il s'en est occupé, mais en plus, là aussi, Indiana a récupéré un sacré momentum dans la série après avoir été mené 2-0, on va pas se mentir. Bien sûr. Parce qu'ils ont réussi à faire 2 matchs, celui qui a gagné de justesse, le Game 3, grâce au shoot de Nembhard. Incroyable. Incroyable shoot. Et puis Nembhard, passage, il fait sa petite série quand même. Hein.
Ça va. Ça va, hein, il se bat. Moi j'aime bien, il se bat et Bien tout. sûr, bien sûr. Je dis pas qu'il fait un Faut carton arrêter de le offensif mettre en et tout. défense sur Brunson, mais sinon tout va bien. Ouais, après, c'est compliqué la défense sur Brunson en même temps. Nesmith se débrouille. Hein. Nesmith, c'est mieux. Je suis d'accord. Il y a eu ce changement de match-up côté Indiana. Ils ont tout de suite voulu échanger avec du Nesmith parce que Neymar prenait la sauce. C'est ça. Le Game 3 est dingue. En fait, j'ai l'impression que on reparlera pendant souvent de ce shoot de Andrew Nembhard, là, l'espèce de step back, 3 points, fin d'horloge, merci. Yolo patate chaude balancé par Tyrese Haliburton qui s'est excusé d'ailleurs en conférence de presse, genre je t'ai mis dans la merde. Et il envoie un Haliburton, un Ave Maria. Il doit la jouer la balle là. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faisait un très très gros match. Il met 35 points sur la rencontre. Mais Indiana parvient à se sortir de cette rencontre où Dante DiVincenzo est énormissime. En feu. C'est prime Klay Thompson, il est énorme, il met 35 points à 7 sur 11 à 3 points. On a Brunson qui sur une canne, en l'absence de OG Anunoby notamment, de Julius Randle, de Mitchell Robinson, de tout ce que vous voulez, fait le boulot en mettant un gros 3 points dans le Money Time. Josh Hart qui joue encore des minutes et des minutes. Mais c'est vrai que... Il y a 18 rebonds, Josh Hart, je me rappelle plus. Tiens. Ah, il a 18 rebonds, ouais. C'est rebond. Non mais c'est incroyable. et pour le coup, on voit les Pacers s'en sortir. C'est le match que Indiana devait absolument prendre. Sinon t'es mené 3-0, on connaît la chanson. Bien sûr. Mais du coup, ça a eu aussi un effet, j'ai l'impression, sur le Game 4. Parce qu'une fois que Indiana a eu le soulagement de cette victoire, putain, le premier carton qu'ils mettent à New York. Ah oui, mais il y a quand même un autre paramètre quand même que là, on n'a pas encore, dont on n'a pas encore parlé, qui est à mon avis le tournant de la série. C'est la blessure de Anunoby. Bah évidemment. De toute façon, on va parler de blessures et d'absence. Non, mais on va parler de blessures. Mais les Knicks jouent sans Randle depuis le début des playoffs. On a bien vu que ça leur permettait de jouer un basket différent, notamment avec Anunoby dans le poste 4 et en jouant un peu small, avec Josh Hart et DiVincenzo sur les postes 2-3 et tout. Siakam a vu ce que ça donnait d'avoir Anunoby au short. Et on a vu aussi défensivement au rebond, il rentrait ses tirs depuis le début des playoffs. Anunoby, enfin vraiment joueur clé des Knicks, qui là est blessé aux ischios. Il a raté le Game 3, il a raté le Game 4. C'est horrible. Et là, on a la sensation que... Alors évidemment, c'est parce qu'on est à chaud après la branlée reçue hier par les Knicks, mais il y a attention à ce qu'ils ne soient pas en train d'exploser complètement en vol, les Knicks. Attention. Bah en fait, il va avoir... Je suis vraiment déçu de toutes ces blessures. Déçu dans le sens, j'en veux à personne. Hein. Juste, genre, non mais vraiment, je le redis, j'en veux à personne, même pas à Tom Thibodeau, même si je partage pas son coaching. Je veux bien entendre le côté. Il y a des blessures qui sont... Non mais il y a des blessures qui sont pas chanceuses. Moi, je voulais en parler avec toi justement parce que oui, il y a eu tout un discours qui a basculé sur Tibbs, qui était attendu. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours difficile de savoir le lien de cause à effet entre une grande utilisation en minutes et des blessures. Par exemple, bien sûr. Par exemple, la blessure de Mitchell Robinson, qui est une blessure donc osseuse, quoi. Je sais pas comment on dit, je suis pas médecin, mais tu vois ce que je veux dire. Membraire, ouais. Par rapport à la blessure de Anunoby, qui est une blessure musculaire. Ok. Quel est le niveau? Quel est le... La différence, c'est Joel Embiid. Peut-être, mais oui. Enfin, je veux dire, Mitchell Robinson s'est fait mal. En fait, c'est ça que je veux dire. La blessure d'Anunoby, potentiellement, on peut dire attends, à force de forcer sur les minutes, machin et tout. Je sais pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je valide pas le coaching à la Thibodeau. Moi, je trouve que tu vois, Burks qui joue 10, 12, 18 minutes, 20 même peut-être, ça aurait dû être le cas depuis le début. Je reste persuadé au fond de moi que quand même, quand tu évites de faire des 46 minutes à tous tes joueurs titus dans des matchs serrés et tout, que tu arrives à trouver quelques rotations, tu préviens quand même certaines éventuelles blessures. Mais j'en ai aucune preuve scientifique, tu vois. Non, mais bien donc sûr, ça reste que de le... En fait, là où je voulais en parler avec toi justement, c'est que oui, c'est hyper intéressant comme sujet parce qu'il y a une bascule là autour de Tibbs et de toute façon... Une bascule dans quel sens ? de la narrative et du discours autour de l'utilisation des Knicks. Parce que, je le répète, c'est tout le temps comme ça dans le sport et ça l'est encore plus pendant les playoffs en NBA. Tout bascule en fonction du résultat collectif. Lorsque New York élimine les Sixers avec le temps de jeu qu'on a vu et avec la détermination du 5 majeur... On en a parlé quand même. On en a parlé, mais on glorifiait le fait que c'était des Warriors. Oui. On a glorifié. Mais on parlait quand même des rotations de Tibbs. Hein. Oui, on en parlait un petit peu, mais c'était pas un aussi gros sujet. Non, c'est maintenant que les blessures tombent forcément. Et que les défaites surtout suivent. Les défaites, elles sont liées aux blessures pour le coup. Oui, bien sûr, mais si tu as par exemple la première série où ils gagnent contre Philadelphie, là à ce moment-là, c'est genre, waouh, putain, incroyable, ce run avec le 5 majeur, vraiment les gars, c'est des ouf. Il n'y a aucune excuse qui est prise par ces Knicks, c'est incroyable. Voilà. Une fois qu'il y a des blessures notamment et des défaites,
on essaye, et c'est la nature humaine, d'essayer de trouver le fautif, le responsable. Moi, j'ai pas envie non plus de trouver le responsable. On sait que les blessures, ça fait partie du sport, et que là, Anunoby, il s'est fait mal. C'était un endroit aussi où il avait déjà eu mal. C'est une blessure du sport. Il est injury prone en plus. Il est injury prone, mais c'est aussi un endroit où il s'était déjà fait mal. Mitchell Robinson, les pauvres. Il est injury prone, lui. Il est injury prone, et en plus, il s'est pris un sale coup, notamment de la part de Joel Embiid. Bojan Bogdanovic, ça arrive. Jalen Brunson, il commence à avoir un niveau de responsabilité qui fait que tu peux pas non plus continuer un tel kilométrage, c'est compliqué. Donc moi, j'ai pas envie de dire c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Le seul sujet sur lequel, moi parfois, j'ai un peu grincé les dents là sur les 2 derniers matchs des Knicks, c'est que tu vois en effet qu'il y a des gars qui sont complètement HS. Ouais. Et que ce serait bien justement de, comme tu l'as dit avec du Alec Burks, d'essayer de responsabiliser. Le banc n'est pas extraordinaire côté Knicks, donc je comprends que les options sont limitées. Le problème, c'est qu'il te manque Il y a quand même tellement de beaucoup blessures. Il y a tellement de blessures que c'est difficile de trouver des options. Mais tu vois, là, par exemple, hier là, sur la démolition Pacers-Knicks, en deuxième mi-temps, moi je comprends qu'il ait fait jouer genre quelques minutes les titus, mais je les aurais reposés direct. Vas-y, essaie de trouver un garçon là dans le lot qui va essayer de trouver son rythme. Un petit peu plus peut-être de Miles McBride. Je sais pas, je n'en veux pas à Tibbs parce que il est obligé de faire du puzzle avec des joueurs qui sont blessés, donc c'est compliqué. Mais force est de constater que tu rentres là à New York à égalité, que le momentum a clairement basculé du côté d'Indiana. Pour moi, la blessure d'Anunoby, c'est le tournant de cette série. C'est un des tournants de cette série, tout à fait. Au moment où on parle, il devrait être absent du Game 5. Oh non, mais c'est les ischios. Les ischios, c'est terrible. Les gars, faut arrêter. Les ischios, c'est tout le temps 10-15 jours, quoi. Mais tout à fait. Mais même d'ailleurs, si ça se trouve, la saison de Anunoby, ils veulent pas trop le dire, mais potentiellement, elle est terminée. ouais, voilà, c'est ça. Si mais ça c'est rarement moins de 10-15 jours, franchement, c'est rarement Exactement. moins. Mais là, du coup, si t'es New York, tu es en pleine série de playoffs. C'est quoi le chemin? Comme le mollet d'Yanis, toutes ces blessures musculaires un peu de. Non, c'est chaud. De petites déchirures, Puis Anunoby, ils viennent de le récupérer, ils vont le prolonger cet été. C'est un membre long terme de la franchise. Donc là, Alex, on est en pleine série de playoffs. Knicks Pacers, tu essayes d'arriver jusqu'à la finish line, qui est donc d'aller jusqu'en finale de conférence. Comment est-ce que tu fais? C'est quoi les options potentielles? Parce que là, Indiana, ils ont le vent dans le dos, ils ont le momentum. Il y a Tyrese Haliburton qui est en train de retrouver un niveau exceptionnel là, après avoir été beaucoup critiqué de manière logique parce qu'il avait été en contre-performance. Mais c'est aussi parce que la défense des Knicks est beaucoup moins cohérente maintenant que tu n'as plus Anunoby. Je fais un peu une fixette, mais là vraiment c'était criant au match 3. Puis alors hier c'est différent parce que c'est tellement la débandade que c'est plus compliqué à juger. Mais au match 3, 14, ça s'est beaucoup vu. Bien sûr. Sa longueur et tout. Du coup, les Knicks là ont une vraie problématique. À mon avis, Tom Thibodeau a un problème un peu insoluble. C'est que là, on voit au match de la nuit dernière, il a essayé de démarrer avec Precious Achiuwa en poste 4. C'est quand même plus un remplaçant 4-5 qu'un vrai poste 4 que tu mets titulaire face à Pascal Siakam. Soit Burke, soit McBride dans le 5. Voilà. En fait, Thibodeau doit réfléchir et va devoir être créatif pour essayer, 1, de surprendre un peu les Pacers. 2, d'obliger Carlisle et la défense des Pacers à trouver quelques petites adaptations. Je suis d'accord. Max McBride, je dirais non, mais Burks, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Puis Hart, c'est quoi? Josh Hart, tu sais quoi? Il va se bouffer Siakam, il va jouer 4. Et de toute façon, là, c'est et tu me mets Burks, DiVincenzo. C'est pas très grand, mais en face, c'est pas non plus des géants non plus, un Mbard et Nesmith. Bien sûr. Tu vois, ça se joue. Et tu laisses Hartenstein à la bataille avec Miles Turner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dont on va surveiller l'épaule parce que lui aussi, il est un petit peu... façon, Non, mais là, les Knicks, vraiment, c'est les zombies. Il faut essayer de ramper jusqu'à une victoire au Game 5. Alors, évidemment, c'est aussi important de redonner de la light et des fleurs aux Pacers, parce que là, on a beaucoup parlé des Knicks. Non, tout à fait, parce que les blessures, c'est toujours frustrant, mais les Pacers font le taf. Mais rendons à César ce qui lui appartient. Bien sûr. Indiana fait un super retournement là, de série. Ils étaient menés 2-0. Il y a eu ce que tu as dit côté Carlisle avec ce niveau de plainte. Il y a du mental. Tyrese Haliburton retrouve son niveau de jeu, et donc, ce qui frustre certains, son côté provocateur, arrogant. Il est en train de retrouver son mojo au shoot, dans la pénétration, dans la distribution. On a Siakam qui respire de par l'absence de OG Anunoby aussi, on le voit, il crée des gros décages. Ça fait du bien. Bien sûr, ça fait des gros décages. Surtout le banc d'Indiana. McConnell, Topin. McConnell, Topin, bien sûr. Topin, super. Brendan Shepard. Ben Shepard. Tout à fait. TJ McConnell qui avait énormément fait kiffer sur la fin de série contre Milwaukee. Là, Ben Shepard qui assure avec Obi Topin. On a eu quelques minutes d'Isaiah Jackson qui était pas mal.
vraiment là, Indiana le sent. Si le banc tabasse les survivants de New York, attention. Je veux dire, il existe un scénario dans lequel il va y avoir plein de... Ouais, Indiana, le chemin vers la finale de conf, les mecs, Yanis, Lillard et Michel absents, etc. C'est les playoffs. Bah, c'est vrai, c'est factuel. Bien sûr. Mais bon, C'est comme ça. Hein. Indiana a une vraie opportunité, Alex, de Indiana, gagner. eux, ils sont en forme. Ouais. Ils ont pas de blessés, puis ils sont en forme. Ils courent, ils galopent, ils jouent leur jeu. Il y en a 2-3 quand Ils même, on envoient. a vu. Hein. Il leur manque Mathurin, quoi, mais il leur manque quoi Non, sinon tout à fait. Non, mais après, les gens, je pense, ont vu quand même s'il a été en forme, qu'à Liberton, il a fait la cheville en Y sur le match 3. Il peut jouer apparemment. Mais il peut jouer, tout à fait. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il peut jouer. Je dis ça dans ce sens-là. Hein. Je dis pas. Je veux dire, Brunson n'est pas à 100% non plus. Je le compte pas dans les blessés. C'est ça que je veux dire. On est d'accord. Alex, on va se ramener au Madison Square Garden là. Pour un Game 5 très très attendu où le public va devoir clairement être le 6e homme, hein, sans mauvais jeu de mots, parce que là il faut pousser les garçons. Limite, il faudrait qu'un gars du public vienne jouer sur le terrain, parce que ça rentre ça. Tout à fait, avec Marcus Camby et compagnie. Non. Larry Johnson, il peut pas tenir le poste 4 encore là Si, allez-y les gars. Alex, c'est quoi la série à venir là? On va revenir obligatoirement à Indiana. Est-ce que c'est un 3-2 Knicks dans la fameuse légende des Knicks Pacers qui va nous mener à un potentiel Game 7, ou est-ce que Indiana fait le match de sa life pour aller gagner au MSG et revenir à domicile avec les fourches, les tracteurs et les bobs, et ça termine New York. Ce qui m'inquiète un peu, m'inquiète pour les Knicks pour le coup, c'est que j'ai l'impression que là, la blessure de Robinson enchaînée avec la blessure d'Anunoby, non seulement ça devient compliqué physiquement pour l'équipe parce que les rotations se tendent encore plus, mais en plus j'ai l'impression que mentalement ça leur a mis un petit coup. Ah oui. Je pense qu'on sous-estime, j'insiste, l'impact d'Anunoby au-delà même de ce qu'il fait sur le terrain. Tu penses qu'on sous-estime rassure tout le monde? Non, je n'ai pas l'impression qu'on sous-estime Anunoby. Non, c'est pas le bon. Qu'on sous-mentionne. On le sous-mentionne, on n'en parle pas assez. Il rassure tout le monde, il fait du bien. Tout le monde joue mieux quand il est là. Parce qu'il fait plein de petites choses. Le bilan des Knicks quand il est là, c'est énorme. Il fait plein de petites choses qui font que tout le monde joue mieux. Et j'ai l'impression que même si Indiana fait pas le match de sa vie, ils ont largement la place pour gagner au Madison Square Garden, parce que dans les moments où ça va être chaud, New York a une grosse option en moins. Et que si par hasard ça veut bien sourire et que Pascal Siakam commence à salir tout le monde, ils vont faire quoi New York, ils vont mettre qui dessus? Tout à fait. Precious Achiuwa? Pourquoi pas. Il y a un aspect de la série dont on avait parlé dans la preview qui est à surveiller, parce qu'on en voit l'impact là tout de suite. C'était la notion de tempo dont on avait parlé ensemble et que tu mentionnais. Faut pas refaire le Game 4 là. Indiana, ils le savent. Là c'est pas tracteur, là c'est Mustang. Ils sont débridés. Là c'est Mustang, mon gars, c'est Too Fast Too Furious, mais avec que des tractos. Non, vraiment, là, Indiana, ils le savent. Ils envoient. New York peut tenir la série contre Philadelphie dans le jeu dur mais demi-terrain. Ces Knicks-là qui tirent la langue et au bout du rouleau avec des joueurs en moins, malheureusement, ne peuvent pas tenir sur le rythme que les Pacers imposent. Il faut absolument que New York, s'il souhaite gagner, ralentisse le rythme de cette série. Après, Indiana doit faire attention à deux choses à mon avis. Ne pas se voir trop beau après le match 4. Je pense qu'ils sont capables. Carlisle va y penser, mais il faut faire gaffe quand même, tu vois. Bien prendre ça au sérieux. Je pense que les Knicks, eux, il y a quelque chose qui va être un objectif pour eux, c'est de se dire, voilà, ce qu'ils nous ont fait au premier quart là-bas au Game 4, nous on va essayer de leur faire un gros coup de pression d'entrée de Game 1 pour essayer, c'est pas de se le rendre facile, mais New York, je pense, n'a pas tellement les moyens de faire péter des gros comebacks, ça demande tellement d'énergie et des rotations. Je te dis pas qu'ils peuvent pas, je te dis ça va être compliqué, je les vois plus essayer de pusher en début de match. Là en gros ils auront eu 3 jours et donc ils vont essayer de pusher en début de match avec la force qu'ils auront, l'énergie qu'ils auront récupérée de début de match. Ensuite, je vois bien Thibodeau tenter un petit coup de poker tactique. Dans le 5 majeur? Oui, ou en termes de niveau de rotation, donc un Miles McBride ou un Alec Burks, à mon avis. Je vois plus faire ça. Burks, il demande à avoir encore plus de temps de jeu. Ça y est, le vétéran, il est en forme. Je vois plus faire ça. Limite, je vois, tu sais, si par exemple, si Hartenstein est vraiment. C'est un peu compliqué, je vois mettre Precious Achiuwa en pivot. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, il n'a pas le choix. Et ouais, je le vois bien tenter quelque chose. Et attention à ce genre de coup de poker, ça peut se retourner complètement contre les Knicks. Ça peut aussi être un Josh Hart game ou un Alec Burks game qui te fait mal, qui te met pas mal de tirs et tout, qui te
qui amène Alec Burks, par exemple, bon, sans que je veux pas en faire un génie non plus, hein, mais le gars est quand même capable de poser bien la balle au sol et d'aller chercher des paniers. Enfin, il a son petit bout de talent offensif. Alors c'est marrant. Après, il fait beaucoup d'erreurs. Oui, alors c'est marrant parce que pour le coup, peut-être que je vais être complètement à côté de la plaque, hein, mais j'ai l'impression que on est au devant d'une perf monumentale de Jalen Brunson. Oui, mais ça suffira pas. Il va lui falloir un copain. Ah ouais, toi tu dis ça suffit ? Je parle de ce genre de performance. Ouais, ok, d'accord. Genre ça peut commencer par un 5. D'accord. Tu vois ? D'accord. Peut-être. Ah oui, avec le j'espère qu'il y a un Garden chiffre derrière le 5. avec le Garden qui pousse, puis alors attention. Parce qu'en fait, les lancers vont tomber. Alors, je peux vous prévenir déjà. Il y a des lancers qui vont tomber. Vous énervez pas, ça sert à rien, ça va être le cas. Il y a des Nesmith et des Nembhard, les gars, ils vont prendre des fautes à tour de bras et c'est normal. 4e minute, bim. 2e. JB n'a pas trop le choix, tout à fait. Brunson n'a pas trop le choix, il le sait là, vraiment pour tout Alec Burks qu'il y a et pour tout garçon qui existe à ses côtés. Non, mais bien sûr, ils ont besoin de lui. Là, on est au devant, je pense, d'un match où Brunson doit absolument récupérer au maximum parce que ça se voit là sur le Game 4, là, tout était court, là, tous les shoots, les flotteurs, tout était trop court. À un moment en contre-attaque, t'as vu, à un moment il en rate un. Il a la main dans le cercle. Main gauche, il fait limite un airball. Je l'aurais mis. Trop, complètement. Alex aurait fini avec un tomard de main. Mais c'est vrai que JB était trop court. Et là, je crois que c'est le match. C'est le match où Brunson, je pense, va montrer que la défense qui s'est un petit peu améliorée là d'Indiana, notamment sur les 2 passages à domicile, ne peut pas le tenir. Tout Andrew Nembhard qu'il y a, tout Aaron Nesmith qu'il y a, ça doit être le Jalen Brunson game. Oui. S'il n'y a pas, c'est marrant. Je suis très content si je me trompe, hein, mais j'arrive pas à voir un match des Knicks remporté avec juste un Brunson à 25, 27 points et d'autres garçons qui contribuent. Ou alors c'est un match plus défensif ou dans lequel les Pacers n'ont pas trop de réussite au tir. Ouais, c'est ça. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi, il va leur falloir un grand Brunson. Alex, on repart à Indiana à 3-2 Pacers ou 3-2 Knicks ? C'est une bonne question. Moi, j'ai peur soit 3-2 Knicks. J'ai peur pour les Knicks. T'as peur 3-2 Pacers. Je veux dire, j'ai peur que les Knicks ne gagnent pas ce match 5 à la maison. 3-2 Knicks. Jalen Brunson rentre dans l'histoire. Mais dans l'histoire, H majuscule. J'avais dit quoi ? Moi, j'avais dit 4-2 Knicks peut-être au départ de la série. Genre 50, 60 points. Ouais, mais en même temps... Vas-y, dans l'histoire des Knicks. Vas-y, mon gars. Il est sur un run de playoff monumental. Là, il est clairement diminué, mais je pense que c'est le moment. Ok, ça marche. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de cette série. Il va falloir faire avec. Mes amis fans des Knicks et des Pacers, rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour un incroyable Game 5. Très de suivre ça. On rappelle, c'est quoi la stat ? 75% des mon cul c'est presque 80% à 2-2. Quand tu gagnes le Game 5, entre 75 et 80% des cas, tu gagnes la série. Exactement. Et si on parlait de notre ami Mike Budenholzer ? Alex ! Et alors ? Nous avons un nouveau coach chez les Phoenix Suns. Sans transition dans l'actu. Ouais, Frankie Vogel, Matisse Bia, il a dit « Ah bon, je t'avais filé 50 contrats ?» Bon, je m'en fous, je le dirai. « Oh, je te dois encore 24 millions ?» Bon, tu sais quoi, je te fais 4 ou 1 virement. Tiens, ouais. Oh, en 4 fois ou en 1 ? Crame le fric, l'autre. Et puis, pas forcément, comment dire, je sais pas, je le trouve un peu précipité. Ouais, mais je voulais ton réact à chaud sur la signature de Budenholzer parce que c'est un nouveau coach. Moi, c'est un coach que je respecte, en tout cas. Mais Frank Vogel, je détestais pas forcément Frank Vogel en soi. J'ai vu beaucoup de gens dire ouais, c'est la même chose et tout. La même chose que quoi ? C'est le même genre de coach, quoi. Ça essaye de... Oui, c'est des coachs qui ont déjà eu une bague. Ça s'arrête là. Hein. Non ? Pour moi, ça s'arrête un peu là, mais j'ai vu pas mal de gens dire ouais, un peu solide défensivement, et puis voilà. Bon, moi je trouve que Frank Vogel est plus solide défensivement que Mike Budenholzer, même si Mike Budenholzer a réussi à monter des défenses incroyables avec les Bucks. Je rappelle qu'il avait l'un des meilleurs contreurs de la ligue dans son équipe, plus Giannis Antetokounmpo, un des meilleurs défenseurs. Et puis Middleton, puis Holiday, puis... Voilà, donc il a une équipe ultra défensive, là, ça va lui faire tout drôle à Phoenix, hein, quand il va arriver à faire... Ah oui. De toute façon... Non, mais au niveau défense, je veux dire. On parle du coach, mais tu peux changer de coach et mettre même Prime Phil Jackson là, il va falloir que le management fasse le taf. En plus, j'ai vu des rumeurs sur James Jones, un petit peu. Non, c'est pas des rumeurs sur James Jones, c'est des rumeurs au-dessus de James Jones. Au-dessus de James Jones ? C'est-à-dire que Matisse Bia, quel bordel. il se dit, attends, j'ai un président des opérations basket, je vais peut-être embaucher un président des opérations basket, en fait. Vice ou presse ? Ou vice-presse. Mais voilà. Mais bon, c'est un propriétaire interventionniste à la Mark Cuban. Mark Cuban, c'est un bon exemple. Steve Ballmer. Steve il laisse pas mal les ça gars. va en Ballmer, hein.
Non, vraiment, le bon exemple, je pense, c'est Mark Cuban. Tu sais, genre, je m'y connais, je vais te trancher et tout. D'ailleurs, Mark Cuban. Atlanta, très bien aussi, un wrestler. Ouais, voilà. Bon, après, on voit bien qu'il y a pas mal de ces décisions qui étaient prises de manière un peu trop précipitée, qui maintenant sont assez irréversibles. Et sont donc des problèmes, c'est-à-dire que là, l'autre, il est arrivé en conférence de presse, si je bien, il a commencé à nous dire non, mais tout va bien, on est en excellente position. Bon, la vérité, c'est qu'il n'a pas le choix, il est coincé. 29 franchises aimeraient notre position. LOL. 26, je crois, il a dit. 29. Ouais, ah bon 29 ouais. Bon, bref. Et sinon, il aurait laissé Alors, qui tu te trompes, Matt. Erreur. Non, franchement, non. Mais concrètement, il n'a pas trop le choix. Moi, en tant que fan des Suns et en tant qu'observateur objectif, vous le savez, je pense que c'est pas si mal que ça de faire venir Mike Budenholzer, dans le sens, c'est même bien, dans le sens où s'il y a bien un truc dont on était à peu près sûr, c'est que Frank Vogel avait perdu son groupe, un peu perdu son vestiaire, oui, comme je te on dit. confirme. Donc de toute façon, quel que soit le niveau de jeu, quels que soient tes objectifs, tu peux pas comme ça garder un coach si tu sais que tes joueurs principaux ils sont plus acquis à sa cause. Sûr. Ce qui n'enlève rien au fait que c'est abusé de ouf de la part de Booker et Kevin Durant. Comme je l'ai dit là récemment chez les poteaux de Valley Hoop, je suis allé faire un podcast avec les poteaux de Valley Hoop, là on a disséqué ça là pendant 1h30 si vous voulez. Allez voir, ils ont vomi dans une bassine pendant 45 minutes. Bah, ce qui est bien avec Valley Hoop, c'est qu'ils savent bien garder leur nerf beaucoup plus que moi, donc du coup c'est beaucoup plus posé, tu vois. Du coup, il y a deux visages. Quoi. Mais concrètement, on était un peu d'accord avec Hicham, Rodolphe et Greg. On était d'accord pour dire que concrètement, tu peux pas garder un coach si le vestiaire n'est pas acquis à sa cause. Et on était aussi d'accord pour dire que c'est bien abusé de la part de Booker et Kevin Durant, dans le sens où il y a aucun monde où Vogel a été recruté il y a 1 an sans leur accord. Sans leur aval, évidemment. Donc tu donnes ton aval pour un coach et 1 an plus tard, t'en veux plus, t'es plus acquis à sa cause. Moi je dis bonne chance à Budenholzer, mon gars t'es dans un gros bourbier et j'espère que le plan qui est prévu, c'est Budenholzer là on le sait, fin difficile avec les Bucks parce que ça s'est très très mal goupillé en play-off et au-delà du sportif il a quand même perdu un de ses frères qui est décédé. Bien sûr, donc c'est pour ça, je pense qu'aussi il avait besoin de prendre un peu de recul, une année sabbatique, c'est pas de trop, tu vois, voilà. On va voir dans quel état d'esprit il arrive, mais il y a un truc, et c'est un coach d'expérience, Budenholzer, je suis sûr qu'il va le faire, c'est qu'il doit arriver dans le vestiaire, il y a le groupe, et après il y a Kevin Durant, Devin Booker, et il doit les responsabiliser, leur dire, gars, j'ai besoin de vous. Définir une hiérarchie tranquille. Alors, définir une hiérarchie et aussi dire, j'ai besoin de vous, il y a des choses qui ont eu lieu ici par le passé qui ne peuvent plus avoir lieu maintenant en termes de comportement, leadership, attitude, en gros leur faire comprendre genre il y a une façon, il y a un chemin pour gagner et croyez-moi vous ne marchez pas dans ce chemin en ce moment. À titre personnel, peut-être qu'ils vont l'écouter, je sais pas. À titre personnel, évidemment, sur cette petite piece of information. Quoi, c'est quand même un bon entraîneur, Mike Budenholzer. Alors, pour l'avoir pas mal suivi, évidemment, soit quand il était chez les Spurs, soit quand il était chez les Hawks, soit quand il était chez les Bucks, oui, on peut revenir sur plein de choses défensivement. Par contre, trouvez-moi 3 meilleurs coachs offensifs que Mike Budenholzer sur les 10 dernières années en NBA. Je vous laisse décider, vous pourrez voir. Mike Budenholzer, il arrive dans une franchise, en plus pour attaquer, il a de la cam. Sauf que, ça c'est un des trucs qui va le plus me fasciner, dans la région que j'appelle parfois l'Arizona ou sinon mid-range atmosphère, parce que c'est quand même les rois du shoot à mi-distance, etc. C'est moins le truc de Budenholzer. C'est Mike Budenholzer qui débarque. Ça veut dire que c'est space, ça veut dire que c'est on court et on essaie de trouver les gars dans les corners, on essaye aussi de trouver les points en transition faciles. On a vu ça avec Giannis quand il était en transition, on a vu ça avec les Hawks quand ils avaient Kyle Korver, Demary Carroll, Horford, ils étaient tous All-Stars à l'époque. Ils étaient tous All-Stars. Kyle Korver et Demary Carroll ont été All-Stars. Demary Carroll ne l'a pas été. Ils ont été joueurs du mois. Kyle Korver, il a été All-Star. Oui, bien sûr qu'il a été All-Star avec Paul Millsap, Al Horford et Jeff Teague. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais donc, moi, mon avis, c'est que ça va être hyper intéressant, fascinant à titre personnel, stratégique, de voir Mike Budenholzer essayer de faire comprendre à Devin Booker, Bradley Beal et Kevin Durant que le shoot à mi-distance, c'est pas mal, mais qu'on n'est pas là pour vivre de ça. Il va falloir aussi comprendre les analytics des Suns et comprendre qu'en termes de ratio de tir à 3 points et d'efficacité, on n'est pas dans la même veine que les grandes équipes surtout actuelles. Que Bradley Beal peut mettre des 3 points, Booker peut mettre des 3 points et KD aussi. T'as deux des meilleurs shooters de leur génération, évidemment, il n'y a pas de problème. J'ai hâte de voir à quel point Budenholzer peut avoir un impact sur le type de mouvement qui peut être fait au sein de l'effectif, parce que je ne crois pas que cet effectif-là va débarquer dans les 30 30 jours. Est-ce qu'il peut y avoir des mouvements en interne aussi, du genre à l'arrivée, Budenholzer il fait tiens, viens là, Bradley.
on va aller manger un steak. Donc je pensais à toi en 6e homme là. Cette Non. année. Quoi, bah Too pourquoi soon. pas? Tu peux. Alors, Too soon de quoi? Alors. Ils ont pas de temps à perdre. Kenny, il a 36 ans, les gars. on va Too soon. on va opérer. Too late, oui. On va opérer différemment. Regarde notamment ce qu'on a pu faire, soit avec du Jrue Holiday, soit avec d'autres garçons dans les franchises que j'ai pu gérer. On a besoin que tu puisses run un second unit de telle façon, et une seule façon, c'est la mienne. Parce que la tienne, ça mène à 34 victoires avec les Wizards ou à une sortie de premier tour avec les Suns. Donc maintenant, tu m'écoutes. Ok, Bradley? Ça va se passer comme ça. Lorsqu'on a des minutes seulement KD et Booker, on doit pouvoir compter sur toi lorsqu'on va te filer une partie du banc. Book, quand tu gères le banc, potentiellement, ou qu'on t'associe avec un autre garçon, voilà comment on doit compter sur d'autres garçons. Donc en fait, moi je trouve que c'est une upgrade, Budenholzer, parce qu'il faut arrêter, je sais que ça s'est mal passé sur la fin avec les Bucks, mais c'est un des meilleurs coachs de la NBA, c'était le meilleur coach disponible sur le marché. Ça s'est mal passé, il est sorti sur une série où Giannis a joué un match sur 2. Alors, exactement, c'est compliqué, mais je trouve que c'est une upgrade, j'ai hâte de voir ce qui va se passer surtout dans les prochaines semaines côté Suns, à voir quel mouvement il peut y avoir. Je crois pas que là cet effectif va être le même au moment. Non, il n'y a pas de marge. Il n'y aura pas beaucoup de mouvements. Il n'y aura pas beaucoup de mouvements, mais il va falloir qu'il y en ait un tout petit peu parce que par contre. Secondé Prone et tout, hein, Bastien. Mais bien sûr, ah bah, tu penses bien, j'en ai parlé à fond dans la l'apéro Suns. Suns. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Je dis juste que sur les mouvements à la marge qui doivent être faits par les Suns, il y a des mouvements qui ont été faits à la marge qui n'avaient pas été très très bons ou qui n'étaient pas aussi impactants que pensé. Qui n'ont pas été exploités. Qui n'ont pas été exploités. Là, je pense qu'avec un Mike Budenholzer, il peut y avoir certains, soit vétérans, soit joueurs mieux utilisés qui peuvent se dire, tu sais quoi, je vais rentrer dans cet effectif et je pense que bien utilisé par Bud, je peux relancer ma Grayson carrière. Allen et Royce O'Neal. Royce O'Neal, il est plus sous contrat, mais Grayson Allen toujours sous contrat. Ouais. C'est des joueurs, je les vois bien moi dans les systèmes de Budenholzer. Moi, je pense que pour Non, un de mes joueurs, tout à fait. Moi, je pense que pour mes joueurs préférés de tous les temps, Yusuf Nurkic, comme vous le savez, on va voir comment Mike Budenholzer va arriver, mais en termes d'utilisation, j'ai très hâte de voir. Bah, moi, je traderais là pour le coup. C'est pas du tout un pivot pour Budenholzer, lui. Je suis un peu dubitatif, on va dire. Tu sais ce que j'en pense, hein. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait plutôt sa saison. Oui, c'est saison de pivot titulaire d'une équipe qui se fait sortir au premier tour. Voilà. Ouais, mais c'est. Enfin, je veux dire. Non, mais il a été ok, hein. Tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas cette itération-là des Suns qui va aller loin selon moi. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose autour de Youssouf. C'est pas le bouc émissaire. Il y en a plein d'autres, on les a défoncés, les leaders, bien évidemment. Mais s'il doit y avoir quelques moves qui sont faits, je pense pas que même Budenholzer va arriver, il va faire attendez, donc vous voulez qu'on joue mi-distance avec Yusuf Nurkic qui est en dribble end-off en tête de raquette? Non. Les gars, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Désolé. On doit beaucoup mieux utiliser notre effectif. Je veux le pire pick and roll, pick and pop de l'histoire avec Booker et KD. Je veux avoir des tueurs à gages dans les corners. Et ce qu'il a fait. Mon pivot, c'est un rim runner. Et mon pivot, c'est un rim runner qui est capable de défendre à l'arceau. Et si je peux faire de Drew Eubanks un mec encore meilleur, ou on a une petite addition qui va venir, Parce que disons, Drew Eubanks, c'est chaud. Hein, et je suis d'accord. Il se bat, hein, mais bon, voilà. Tu vois, tout est dit, quoi. Mais tout à fait. Hein. Dites-nous ce que vous pensez de cette arrivée avec Budenholzer. Très hâte de le voir dans le tableau des arrivées lors des 30 premiers 30 jours qui tomberont dans quelques mois. Bien sûr. Avec les Suns en septembre. Non, quand même pas. Non, arrête, en octobre quand même. Pas. Oh, dis donc. Non. Une équipe dont on parlera peut-être en septembre, ce sont les Atlanta Hawks. Sans transition. Vous avez peut-être vu les résultats de la loterie. On vous les remontre ici avec cet incroyable finish qui a eu lieu dimanche soir. Bibi était en live pour tout vous expliquer en direct. Les Hawks qui ont obtenu pour la première fois de leur histoire le first pick pour la draft 2024 qui sera donc commenté en direct le 25 juin avec Simon, Alex et la prod de Léonce. Les Wizards en 2 qui sont donc restés au poste qui était prévu. Les Rockets qui ont remercié nos amis les Nets. Les Wizards, c'était le poste prévu ça? C'était le deuxième pire bilan de la NBA. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Oui, les Pistons. Oui. Donc les Pistons, impeccable. Les Pistons impeccables qui, pour la deuxième année de suite, ont le pire bilan et sont cinquième. Merci, au revoir. Les Rockets, donc, comme je disais, magnifique montée grâce au pic des Nets. Les Spurs, un des grands vainqueurs, 4e et 8e. On va parler de tout 4 ça. 4 et 8, c'est beau. Tout à fait, on va parler de tout ça justement maintenant. Pendant les quelques minutes de la fin de cette émission. Alex, toi, tes takes, évidemment. Moi, juste évidemment, comme les gens l'ont vu, je suis très content que les Hawks aient le first pick parce que ça offre de la flexibilité pour cette franchise qui va devoir faire des mouvements là, dans les semaines à venir. Ce que tu as retenu surtout des résultats de cette loterie, c'est quoi? Des vainqueurs, des perdants, ce que tu veux. Bon, Spurs, bien évidemment. Le pick 4 et le pick 8. Merci les Raptors. 2 picks dans le top 10, c'est quand même... On en avait parlé. Hein. Ouais, on en avait parlé, bien sûr. 2 picks dans le top 10, c'est vraiment bien pour cette équipe qui est en plein développement. Je suis d'ailleurs curieux de voir comment les Spurs vont utiliser tout ça, parce que vu le niveau de jeu, la mentalité de Victor Wembanyama et le fait que tu as déjà autour de lui quelques pièces du genre Sohan, Keldon Johnson, Devin Vassell, je sais pas s'ils vont tout garder, hein, mais des joueurs jeunes
mais qui peuvent jouer en NBA, qui l'ont montré. Oui. Est-ce que tu as forcément envie de rajouter 2 rookies du top 10 là-dedans ? Peut-être, mais je suis pas sûr, ça se surveille fort, moi je dis. Non, tout à fait. Ça se surveille fort. Hein. Brian Wright a dit on a envie de continuer à entourer Wemby avec des joueurs qui sont dans un projet long terme, donc en gros ils vont utiliser peut-être un des 2 pics, mais par contre il y en a un autre qui peut être transféré. Tout à fait. Tu vois ? Tu l'attaches à un joueur ou quoi, et tu vois ce que tu peux trouver, et tu appelles les Hawks, tu dis non. Salut. Vas-y mon gars. Sauf que les Hawks, eux, ils ont le first pick, donc là, gros coup de boule, hein, pour parler poliment. Impeccable, 3% de chance. Ouais. Boum. Pour les Hawks, qui donc ont le first pick, qui font forcément, comme les Spurs, partie des gagnants du coup de cette loterie, évidemment. Moi je suis tranquille avec mes équipes. Quand tu pars d'aussi loin et puis que tu arrives avec le first pick, c'est beau. T'as vu, dès que je commence à faire des vlogs, j'ai les first picks. Maintenant, ouais, c'est pas Bastien Atlanta en novembre, hein, vous êtes prévenus. Si on garde le pick, on va en reparler, hein, parce que le first pick, ça se trouve, il va... Voilà. Ah bah ça sera peut-être pas pour aller voir Zachary Zaché ou Alexandre Sarr. Moi j'avoue que là, à chaud, on m'a posé beaucoup la question de savoir s'il allait y avoir un pick réalisé par les Hawks. Aujourd'hui, aujourd'hui je suis 50-50. Oh, ah bon ? Oui. Okay. Parce que je pense que aujourd'hui, il y a plus de chances qu'il soit transféré en étant attaché à un joueur. Mais je ne serais pas étonné aussi que les Hawks disent bah tu sais quoi, en fait, on va quand même utiliser ce pick, mais on va quand même transférer un de nos 2 là, Dejounte Murray et Trae Young, Dejounte Murray ou Trae Young, pardon, pour essayer d'avoir Trae Young, Jalen Johnson, le first pick de la draft et des assets en échange de ce joueur-là. Tout à fait. Mais tout à fait, soit Murray, soit Trae Young en fait. Et je pense pas du tout que tu aies besoin de leur attacher un first pick. Faut pas non plus déconner. Quoi. Non, ça c'est si tu veux. Tu vois, c'est si tu veux vraiment aller taper très très haut. Encore que. La valeur de ce first pick est un peu compliquée à jauger. En fait, elle est compliquée à jauger puisque pas mal d'observateurs disent que c'est une draft un peu middle. Déjà, on sait pas trop, il n'y a pas de clair numéro 1 de draft, même s'il y a beaucoup de consensus. Il y a du talent, mais autour de Français, a priori. Alexandre Sarr, tout à fait. Ouais, Alexandre Sarr. Alexandre Sarr chez les Hawks, vu son poste et comment il joue, je suis pas sûr. Non, faudrait bazarder Capella et Okongwu. Ça devient Jalen Johnson, Alexandre Sarr. Ton projet ? Les Wizards sont très chauds sur Alexandre Sarr. Ouais. Ça sous-entend que les Hawks ne vont pas le prendre ni drafter, ou que les Hawks ne vont pas filer leur first pick à une équipe qui voudrait Alexandre Sarr. Avec les Wizards, doucement. Tout à fait. Pour l'instant, ils ne sont pas maîtres de cette affaire. Non, bien sûr. Mais je le répète vraiment. Les Wizards sont chauds sur Alexandre Sarr. C'est su. C'est safe, et donc c'est possible qu'ils essaient aussi de faire du petit coup pour l'avoir en 2. Bilal Koulibaly, Kuzma, Alexandre Sarr, t'as quelque chose là, ça ressemble à quelque chose. Donc oui, non, les Hawks, même si on sait pas trop ce qu'ils vont faire de ce first pick, je veux dire, c'est quand même mieux qu'un coup de pied au cul, quoi. Hein, pardon, mais les mecs ont un first pick à échanger en plus de quand même pas mal d'assets, en fait. C'est ça. Donc non, ça c'est vraiment gros gagnant. Pour moi, il y a un autre gagnant dont on n'a pas tant parlé que ça. Moi, je trouve que du coup, les Blazers, en récupérant le pick de Golden State, là, ils se retrouvent avec 2 picks, le 7 et le 14. Par rapport à leur projet où ils ont des jeunes qui doivent se développer et tout, je sais pas s'ils vont drafter 2 fois non plus, eux. Mais peut-être ça se package, ça, pour aller chercher un autre joueur, à voir ce qu'ils vont en faire. J'ai aucune idée. Hein. Ils ont Malcolm Brogdon, on sait pas trop. Robert Williams, on sait pas trop ce qui va se passer. Jeremy Grant avec son gros contrat. Ils ont Anthony Simons, Scoot Anderson et Malcolm Brogdon dans le backcourt. Enfin, tu vois, donc ils ont beaucoup de décisions à prendre. Ils ont Shaedon Sharp, ils ont Toumani Camara. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de décisions à prendre. J'espère pour eux que Billups va en prendre le moins possible. Mais en tout cas, entre le pick 7 et le pick 14, il y a... C'est toujours des bonnes nouvelles en fait de récupérer du pic comme ça. Là c'est plutôt à la direction en effet et le management qui a été très occupé l'été dernier avec Damian Lillard de se retrousser les manches. Donc on va voir, je comprends, le pic des Blazers récupéré par les Warriors en 14 c'est bien, juste une petite déception quand même à finir en 7 parce que le pic quand même de Portland il chute par rapport aux projections initiales. C'est Portland, il aurait dû être combien? Portland aurait dû être top 5. Ah oui, okay. Portland aurait dû top 5 et ils se font en fait bazarder par les Rockets et les Hawks, ce qui fait donc chuter un peu alors le pic les Rockets, des Blazers. je veux bien ton avis. Ah bah les Rockets c'est formidable. Ça gagne évidemment parce que c'est toujours mieux de monter comme ça, mais par contre tiens, grosse question. Ils vont drafter eux, les Rockets? Ah mais non, grosse question, grosse réponse. Voilà. Ah là, tu peux l'enregistrer là, c'est parti. Non. Amen Thompson, Alperen Sengun, Jalen Green, Jabari Smith, Cam Whitmore et compagnie. Non. Donc il faut c'est génial. Oui, c'est super parce que ça te fait un asset. Parce que là, t'as un vrai asset du côté de Houston qui en effet donc remercie encore une fois ce magnifique transfert de James Harden puisqu'ils ont récupéré l'avenir des Nets en termes de pick. Donc merci Brooklyn.
Houston a un super pick à transférer et le management commence déjà à faire tourner le mot. C'est qu'en fait, ce pick, il est disponible. Évidemment qu'il est disponible. Bien sûr. Tu viens de faire une saison en 41-41. Avec T'es au plein de port du jeunes. play-in, avec plein de jeunes, avec un super projet. Belle cool fin de autour des saison, milieux de ça terrain. fait un push. Magnifique. Qui vaut quoi et quel type de vétéran tu peux ajouter? C'est ça la question en fait côté Houston. Parce qu'en plus, ils ont fait leurs dépenses l'été dernier. On a vu avec Fred VanVleet et Dion Brooks. Ouais. Mais non, Houston est un des gros vainqueurs. Moi, je pense que pour le coup, Houston va faire du trade. Je pense qu'il y a des équipes qui pourraient aussi monter là gentiment à draft. C'est-à-dire que Washington est en 2. Moi, je pense que Washington, on n'est pas prêt. Hein. Si ça se trouve, ils vont te mettre du Kyle Kuzma ou du Tyus Jones dans des rumeurs de transfert pour essayer d'avoir 2 picks dans le top 10. Ouais. Parce que peut-être que comme tu parlais de Portland, ils vont se dire, on ne sait pas si on garde 2 picks dans le top 15 de la draft. Ouais. Et peut-être que Washington sera chaud pour. Hein. Ah, Washington peuvent être chaud. Après, Washington, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'il y a de la place en termes de talent, quoi. Tu peux remplir encore. C'est ça. Ah, mais c'est vrai ou pas? Tout à fait. Hein, dans le backcourt, bon, bah voilà. Ils ont juste un gros ailier français, quoi. C'est ça. Voilà. Ils ont un ce qu'ils futur ont. franchise player. Qui était là, Bilal, pour représenter les Wizards. Leur apporter chance. Bien sûr. La chance du Frenchie. Dites-nous vous ce que vous pensez, en tout cas. Mais oui, à chaud, là, on est assez impatient de voir ce que Atlanta va pouvoir faire avec ce premier choix de la draft. Est-ce qu'ils vont prendre un Français? Est-ce qu'ils vont transférer ce pick? Est-ce que les rumeurs autour de Trae Young, potentiellement aux Spurs, vont augmenter là dans les prochaines semaines? Et puis, est-ce que les Spurs ont la possibilité, avec leur pick 4 et 8, d'avoir quoi? Un autre joueur français? Un Nicolas Topic? Un Zachary Zaché qui chute? Un Tidjane Salin? C'est un petit peu haut? Avec le pick 4, tu veux dire? Avec le 8 ou le 4, ouais, ça va être compliqué. Hein. Lequel ils vont trader? Moi, j'y crois pas qu'ils vont drafter 2 fois. Mais après, je peux me tromper. Hein. Peut-être ça va dépendre des offres aussi. Hein. Ah, t'es les Spurs, là. Tu vois le niveau de Victor Wembanyama. T'as envie de foutre un gros gars à la main. Oui, bien sûr. Franchement, t'as envie d'avoir un gros gars. Non, mais si ça se trouve, les Wizards, je sais Moi, pas. je trouve que les rumeurs Trae Young, voilà, elles ont du sens. Je sais pas s'il y a de la traction, comme on dit, entre les Hawks et les Spurs, mais ça a du sens en termes de profil. Ah, tout à fait, non, c'est sûr. Hein, t'es d'accord? Bien sûr. Moi, tu me dis, à Trae Young avec Victor Wembanyama, j'achète des tickets pour aller voir les matchs. Bien sûr. Hein, on est d'accord ou pas? Et il y a un deuxième vlog à San Antonio. C'est là, me voir voler, mais pas besoin d'Air France. Ouais, mais même si dans une zone franchise, je m'en fous en fait. C'est genre, j'achète des tickets, c'est rigolo quoi. Je croise les doigts, mais bon, voilà. Je sais que ma Spurs Nation aussi est parfois un petit peu timide sur cette option-là. Il se dit, ah, quand même, Trae Young, ça défend pas trop et tout. Ça défend pas, tu t'en fous. T'as l'autre derrière. Vu qu'il y a Wemby qui est derrière, tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, bien évidemment. Attends, t'es fou. Non. Il faut quand même qu'on parle vite fait de nos amis les Grizzlies et les Bulls. C'est très important, juste le petit mot de la fin. Si. Tu veux leur dire quoi? Les Grizzlies, ça a bien perdu. Oui, bah oui. C'est moche de finir 9ème. Oui. Ils ont d'autres projets, mais c'est quand même moche. Ils ont bazardé pas mal et tout. Et puis, bah, quand même, petit mot pour les Bulls, 11ème. Impeccable, bonne saison. Ouais, mais c'était dans les projections. C'est ça. Non, mais je sais que c'était dans les projections, mais c'est juste pour montrer que c'est impeccable. Le mou du mou. Le mou du mou continue. Le ventre mou. Hein? Serious au bat mou. Mou about winning. Non, évidemment. Ah bah si, c'était important quand même d'en faire une petite dédicace quand même aux fans des Bulls. Moi j'ai vu la loterie, j'ai vu les Bulls 11e, j'ai fait bah voilà, ça c'est carré quoi, ça c'est bon. Bien sûr. Ça c'est le projet quoi. Mais je pense que les fans des Bulls, tout à fait, ils sont à l'époque les fans des Pistons, ils ont fait ça va les gars. Ça va, ouais bah. Parce que Détroit c'est vraiment l'horreur. Ah non, Détroit c'est le bad, c'est sûr. T'as le pire bilan, t'es encore 5e, c'est le bad. Mais franchement, c'est compliqué. Voilà. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, c'est compliqué à Détroit. Compliqué pour nos amis les Pistons. Dites-nous vous, quelles sont vos réactions à chaud sur tout ça, à la fois la loterie de cette draft qu'on rappelle qui sera commentée le 25 juin, l'arrivée de Monsieur Mike Budenholzer bien évidemment chez les Suns, et puis vos pronostics sur les 2 Game 5 qui auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi. On vous fait des gros bisous. Ciao. Très bon lundi à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.